Bonjour, aujourd'hui on explore un sujet crucial pour naviguer le marché du travail. Comment créer un CV qui capte vraiment l'intention, quoi. Ah oui, sujet essentiel. On a sous les yeux un guide de formation du repère des CIP. Comment faire un CV percutant? Hmm. Notre objectif, c'est simple. On va essayer d'en extraire ensemble les stratégies les plus efficaces pour se démarquer. On va décortiquer ça. C'est un excellent point de départ, parce que l'importance du CV, on la sous-estime souvent. C'est vraiment la toute première vitrine qu'on offre à un employeur potentiel, hein. C'est vrai. Et une fraction de seconde peut décider si ça passe, ou si ça finit à la poubelle, enfin dans la pile de refus. Un bon CV, ça ouvre des portes, clairement. Absolument, cette première impression est déterminante. Alors, comment on fait pour que ce premier contact soit le bon? Le document nous donne plusieurs pistes. Oui, Commençons par la base, les fondations, l'importance d'une structure claire et professionnelle. Ça peut paraître évident, mais le guide insiste beaucoup là-dessus. et ils ont bien raison. Euh, il faut s'imaginer le bureau du recruteur submergé de candidatures. Le temps qu'il passe sur chaque CV est minime. Quelques secondes, j'imagine. Parfois, oui, à peine, pour un premier tri. Donc, une structure logique, aérée, avec des titres bien définis, expérience pro, formation, compétences, etc. Ça permet de repérer l'info clé instantanément. D'accord. Si l'information importante n'est pas visible tout de suite, le risque est grand que le CV soit juste écarté. Donc, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est vraiment une question d'efficacité pure. Ne pas faire perdre de temps, quoi. Exactement. Mais ça va même plus loin que ça, en fait. Une présentation qui est soignée, cohérente, visuellement, ça envoie un message. Ah oui, lequel? Ça dit des choses sur le candidat, hein. Organisé, souci du détail, capable de synthétiser, professionnel. À l'inverse, un CV un peu brouillon, difficile à lire, ça peut faire penser que le candidat manquera de rigueur dans son travail. C'est un premier indice, si on veut. Je vois. La forme sert vraiment le fond et l'image pro. D'accord. Alors, le document met ensuite l'accent sur un élément souvent placé tout en haut, le résumé percutant, l'accroche, le profil. Oui, C'est un peu comme la bande-annonce du candidat? c'est une excellente analogie, oui. Cette petite section, elle est stratégiquement cruciale. Elle doit vraiment distiller l'essence du profil, les compétences clés, les réalisations marquantes et surtout la valeur ajoutée spécifique que le candidat pense pouvoir apporter à cette entreprise. Donc c'est pas juste regarder en arrière, c'est aussi se projeter. Exactement, c'est une projection vers l'avenir et une réponse directe aux besoins de l'employeur. C'est pas juste un historique. D'accord. Et comment on s'assure que cette bande-annonce soit vraiment percutante et pas juste une liste de qualités un peu bateau? Le secret, c'est de la personnaliser et de la rendre concrète, même en peu de mots. Faut éviter les termes vagues, genre dynamique, motivé, sans contexte. Oui, ça veut tout et rien dire. Voilà. Vaut mieux une phrase du type expert en marketing digital, 8 ans d'expérience, spécialisé dans l'augmentation de la génération de leads B2B. Et là, on peut ajouter un chiffre, genre hausse de 30% chez mon dernier employeur, via des stratégies SEO, SEA ciblées. Ah oui, là c'est précis. On a les compétences, un résultat chiffré, la spécialisation. Et c'est aussi l'endroit parfait pour commencer à placer les mots-clés importants de l'offre d'emploi, on y reviendra. C'est une super opportunité de définir son personnel branding, quoi, dès le début. Logique. Ce qui nous amène au point suivant qui insiste sur la mise en valeur des réalisations. Le document dit attention, ne vous contentez pas de lister des tâches. C'est une erreur fréquente, ça, non? C'est une des erreurs les plus communes et une des plus pénalisantes, oui. Trop de CV, ça se lit comme une fiche de poste. Responsable de, gestion de, participation à. Mhm. Ça dit ce que la personne devait faire, mais pas ce qu'elle a vraiment accompli. L'approche qui marche, et c'est fondamental, c'est de se concentrer sur les résultats, l'impact concret des actions. Et le guide insiste beaucoup sur le fait de quantifier ces réalisations, mettre des chiffres, des pourcentages. Mais est-ce que c'est toujours faisable? Je pense à des postes moins business ou des compétences plus qualitatives. C'est vrai, c'est plus facile pour des fonctions commerciales ou financières, c'est sûr. Mais l'effort de quantifier, ou au moins de rendre ça concret, il est presque toujours possible et nécessaire. Ok, Pour les ventes, c'est simple. Augmentation des ventes de X%. Pour la gestion de projet, livraison du projet Y dans le budget et avec Z jours d'avance. Pour le management,
Réduction du turnover de l'équipe de 15% grâce à... Voilà. Et pour des choses comme les soft skills ou les fonctions support, comment on quantifie, par exemple, une amélioration de la communication interne? C'est une excellente question. Là, il faut être un peu créatif et chercher l'impact, même indirect, sur l'entreprise. Par exemple, au lieu de juste dire amélioration de la communication interne, Oui. on pourrait dire mise en place d'une nouvelle newsletter interne, résultat, plus 20% de participation aux événements d'entreprise. Ou bien refonte du processus d'intégration des nouveaux, réduisons le temps pour être opérationnel de 3 semaines à 1 semaine. Ah oui, on relie l'action à un résultat mesurable ou observable. Exactement, même si c'est pas un chiffre d'affaires direct. Ça demande de réfléchir à la valeur qu'on a créée. Et c'est ça, au fond, qui intéresse le recruteur. Très clair. On passe d'une simple affirmation à une preuve de valeur ajoutée. Bon, point suivant, et il est crucial, la personnalisation. Le guide est formel. Un CV, ça doit être adapté à chaque candidature. Fini, le CV passe partout. C'est la règle d'or absolue dans le marché du travail actuel. Chaque boîte a sa culture, ses défis, ses priorités. Chaque poste a des exigences précises. Et envoyer un CV générique. C'est comme envoyer une lettre d'amour standardisée, quoi. Ça manque d'impact, ça montre qu'on ne s'est pas vraiment investi. Pour personnaliser, il faut faire ses devoirs, chercher des infos sur l'entreprise, analyser l'offre d'emploi en détail. D'accord, mais concrètement, jusqu'où ça va cette personnalisation? Il faut tout réécrire à chaque fois. Ce serait énorme. Non, pas forcément tout réécrire. Mais au minimum, il faut adapter le résumé de profil. Ça oui. Sélectionner et mettre en avant les expériences et les compétences qui sont les plus pertinentes pour ce poste-là. Ajuster les mots-clés qu'on utilise. Et peut-être même réorganiser un peu la structure pour faire ressortir ce qui compte le plus pour ce recruteur précis. Hmm. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on a compris le besoin et qu'on y répond spécifiquement. C'est sûr que ça demande du temps, mais j'imagine que le retour sur investissement est évident si le CV est plus pertinent. Exactement. Ça montre pas seulement la motivation pour le poste, ce qui est déjà énorme, mais aussi la capacité d'analyse du candidat, son intelligence de la situation. Un CV personnalisé, ça sort tout de suite du lot par rapport aux candidatures envoyées en masse. Ça démarre une conversation ciblée avant même l'entretien. Et cette idée de ciblage, ça nous amène tout droit au point suivant, l'utilisation stratégique des mots-clés. Le document souligne que c'est de plus en plus important. C'est devenu incontournable, oui, pour 2 raisons principales. D'abord, les recruteurs humains y scannent les CV très vite, à la recherche de termes spécifiques, compétences, expériences requises. D'accord. Et deuxièmement, de plus en plus d'entreprises utilisent des logiciels de suivi des candidatures, les fameux ATS, Applicant Tracking Systems. Et ces logiciels, ils trient et classent les CV en fonction des mots-clés définis pour le poste. Donc si les bons mots-clés n'y sont pas, le CV pourrait même ne jamais être vu par un humain. C'est exactement ça le risque. Le CV doit, en quelque sorte, parler la même langue que l'offre d'emploi et que les outils de recrutement. Ok. Et comment on fait ça bien? Bien, la démarche, c'est d'identifier les mots-clés essentiels dans l'annonce. Les compétences techniques, les logiciels, les qualifications, même les qualités recherchées. Et ensuite, de les intégrer de manière fluide et naturelle dans le CV. Naturel, oui, c'est important ça. Faut pas que ça ressemble à une liste de mots-clés sans âme, j'imagine. Absolument. Le bourrage de mots-clés, ça peut être contre-productif. Ça se voit et ça peut alerter les systèmes et les humains sur un manque d'authenticité. Faut trouver le juste milieu. Être visible par les machines, mais rester crédible et lisible pour l'humain. Pensez aussi au synonyme, hein. Bien noté. Alors, on passe à l'aspect visuel maintenant. Le design. Le document parle d'un design créatif et professionnel. C'est un équilibre délicat, ça, non? Très délicat, oui. Un design soigné, ça peut clairement aider un CV à sortir du lot, à attirer l'œil. Positivement. Une mise en page claire, une typo lisible, peut-être une petite touche de couleur discrète, des icônes pour structurer, tout ça, ça peut aider. Mais où est la limite? Quand est-ce que la créativité devient too much? Mais la limite, c'est quand le design commence à nuire à la lisibilité, ou quand il ne colle pas du tout au code du secteur visé. Par exemple. Dans des domaines comme la finance, le droit, l'ingénierie, un CV trop original, ça peut être vu comme un manque de sérieux. Par contre, pour les métiers créatifs, graphisme, design, communication, là, une touche d'originalité est souvent attendue. Mais même là, ça doit rester au service de la clarté. Donc, la règle d'or, c'est... La forme doit servir le fond. Elle doit le sublimer, pas le masquer ou le rendre compliqué. Un bon test, est-ce que le CV est facile à lire en quelques secondes? Est-ce qu'on peut l'imprimer en noir et blanc sans perdre d'infos importantes? Bonne approche pragmatique, ça. Le point suivant, c'est pour renforcer encore la crédibilité. Fournir la preuve de ses compétences.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire aller plus loin que juste affirmer des choses, fournir des éléments tangibles qui prouvent ce qu'on dit. Le document donne des exemples. Mettre des liens cliquables vers un portfolio en ligne, Ah oui, essentiel pour les créatifs, les développeurs, hein. voilà, ou vers des projets spécifiques dont on parle dans le CV, ou même vers un profil LinkedIn où on peut trouver des recommandations. Et quel est l'impact de ça pour le recruteur? L'impact est énorme. Ça transforme une simple déclaration genre je maîtrise tel logiciel ou j'ai géré tel projet en une démonstration qu'on peut vérifier. Cliquez ici pour voir mon portfolio ou voilà l'article qui parle de ce projet. Ça renforce la crédibilité, c'est sûr. Caragan. Et la confiance. Ça montre aussi que le candidat est transparent, fier de ce qu'il a fait. Bon, c'est pas toujours possible pour tout, mais quand ça l'est, c'est un vrai plus. Logique. On arrive à une étape qui semble évidente, mais le document dit qu'elle est cruciale. La vérification minutieuse. Tolérance zéro pour les fautes d'orthographe ou de grammaire. Ah oui, ça c'est absolument non négociable. Un CV, c'est un document pro, ça représente le candidat. Des erreurs, même petites, ça peut saper la crédibilité en un instant. Ça donne une impression de négligence. Exactement. De manque de rigueur. On peut se dire, si la personne ne prend pas le soin de vérifier un document aussi important pour elle-même, comment elle va aborder les tâches qu'on va lui confier? C'est vrai que ça peut jeter un doute sur le souci du détail. Et comment on est sûr de tout voir? Parce que nos propres yeux, parfois... C'est tout le problème. Quand on a le nez dedans pendant des heures, on finit par ne plus voir les coquilles. Le conseil de base, c'est de faire relire son CV par au moins une autre personne, idéalement plusieurs, qui ont un bon niveau en français. Et mes correcteurs automatiques? C'est une première étape, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il loupe plein de choses. D'autres astuces, laisser reposer le CV une journée avant la relecture finale, le lire à voix haute, ou même changer la police de caractère temporairement, ça force le cerveau à voir le texte différemment. D'excellents conseils pratiques, ça. Bon, dernier point du guide, la taille appropriée du CV. Le maître mot, on dirait, c'est la concision. Oui, concision, c'est clé. Il faut respecter le temps très limité du recruteur. Un CV trop long, qui dépasse les 2 pages, sans très bonne raison, ça risque de noyer l'info importante et de décourager la lecture. Il faut vraiment se concentrer sur ce qui est le plus pertinent, le plus récent, par rapport au poste visé. Le document suggère 1 ou 2 pages max. Il y a des exceptions, pour les profils très expérimentés par exemple, La règle générale, c'est 1 page pour les juniors ou les personnes en reconversion et 2 pages max pour les profils expérimentés. Ça reste une bonne ligne directrice. et 3 pages jamais. Pour des carrières vraiment très longues, très riches, avec plein de réalisations hyper pertinentes, pour un poste de direction par exemple, bon, une 3e page peut éventuellement se justifier. Mais c'est rare, et ça doit être vraiment bien réfléchi. Savoir synthétiser, élaguer ce qui est moins important, c'est aussi une compétence, hein. Chaque ligne du CV doit apporter quelque chose. C'est pas un historique complet, c'est un argumentaire ciblé. Parfait. Bon, si on synthétise tout ça, on voit bien se dessiner les contours d'un CV qui a de l'impact. Bien structuré, une accroche personnalisée, des réalisations chiffrées mises en avant, optimisé avec les bons mots-clés, un design soigné mais pas trop, crédibilisé par des preuves si possible, et Absolument irréprochable sur la forme. c'est ça. Le document insiste aussi, en conclusion, sur l'honnêteté et l'authenticité. Présenter la meilleure version de soi-même, professionnellement, de manière stratégique, convaincante, mais toujours fidèle à la réalité. C'est un équilibre en fait. Un équilibre entre se vendre et rester authentique. Exactement. Entre affirmer sa valeur et une certaine humilité. Le CV, c'est un exercice de communication où il faut être à la fois un peu vendeur, mais surtout authentique. Donc au final, tous ces piliers, structure, personnalisation, réalisation, mots-clés, relecture, ils servent tous un seul but. Faire de ce document beaucoup plus qu'un simple résumé de carrière. Tout à fait. Le CV, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un outil de marketing personnel. Et son but premier, c'est de décrocher un entretien. D'accord. Et pour y arriver, il doit être pensé comme un message stratégique. Un condensé avantageux, mais fidèle, du parcours, des compétences et surtout du potentiel du candidat à répondre aux besoins spécifiques de l'employeur. Une dernière réflexion pour conclure cette exploration. Une pensée un peu provocatrice peut-être. Peut-être une invitation à regarder son CV autrement. Une fois qu'il est fait, en suivant ses principes, on pourrait se demander, au-delà des faits, des chiffres, quelle histoire ce CV raconte sur mon potentiel? Intéressant. Comment ce document peut non seulement parler de mon passé, mais aussi ouvrir une porte vers une discussion sur l'avenir?
Comment il suggère ce que je pourrais apporter de neuf, d'unique à cette entreprise demain, même si c'est pas écrit noir sur blanc. Voir le CV comme une promesse, en somme. Exactement. Envisager le CV non pas comme une archive un peu figée, mais comme une promesse dynamique, une invitation à la conversation.